le scénario, tu l'as coécrit avec Sophie Filière, qui est une cinéaste qu'on aime bien, là, qui a fait un film qui a été présenté à Cannes, là, cette année, s'appelle Ma vie, ma gueule, qui est malheureusement décédée l'année dernière et tout ça. Tu l'avais coécrit avec elle, c'est ça le film? Ouais, en fait, l'histoire du scénario, c'est que j'ai écrit 15 pages, qui étaient vraiment comme le cœur de Sombre, si je puis dire, qui étaient des notes surtout sur la lumière et sur le son, des notes aussi sur Jean. Et avec ces 15 pages, le film était là. Et puis ensuite, j'ai développé le scénario avec Pierre Hodgson, qui est un ami. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'entendre parler du film, c'est-à-dire de me mettre à l'extérieur et d'entendre deux personnes parler du film. Donc Sophie est arrivée, ils ont parlé, Pierre et Sophie. À ce moment-là, on a écrit une nouvelle version qui faisait 140 pages, dans laquelle tout était dialogué. Et ensuite, là, on a eu les financements. Oui, tu as pu trouver le financement à partir du moment donné où tu as, voilà. écrit après, vraiment ton scénario. Voilà. Et après, quand j'ai tourné, j'ai tout enlevé. J'ai plus gardé les dialogues, mais l'intervention de Sophie était super importante. D'accord, parce que la question qui tue, c'est que en 98, ça a été compliqué à monter financièrement. Enfin, j'imagine que c'est pas un film qui a dû coûter non plus. Non, mais il a été bien. Tu l'as tourné en 35, 35 mm, on a tourné 10 semaines, c'était bien produit. Ah oui, quand même. Oui, on a eu les moyens. Les moyens de faire ce que tu voulais et tout ça. Quelle idée de. Toi, ton parcours, c'est quoi, Philippe? Tu viens de. Tu étais cinéphile, tu t'es formé au cinéma, à la musique, tu es autodidacte. Comment ça se passe pour arriver à un premier long métrage comme Sombre? Au départ, je ne suis pas cinéphile. Au départ, ce que j'aime, c'est la peinture et la philosophie, essentiellement. Ouais. Et bon, et bien sûr, la littérature. L'étude des jésuites, pratiquement. Voilà, exactement. Les humanités. Et puis, bon, le cinéma m'a intéressé, mais il ne m'a pas intéressé, comment dire, je ne sais pas qui a fait tel film, éclairé tel truc, ou je ne sais pas. Par ailleurs, j'aime le cinéma. Quand j'ai vu certains films, j'ai été vraiment touché, bouleversé. Enfin, il y a un film de Fassbinder que j'ai vu quand j'avais, je sais pas, 19 ans, c'est Le Marchand de 4 saisons. Ah bah oui, forcément. Et le film m'a complètement... voilà. Donc le cinéma m'a touché, mais le chemin qui me conduit à faire les films, c'est pas nécessairement un chemin de cinéphile, c'est plus un rapport plus général à la question de la représentation, de la figuration, voilà, dans lequel ces questions du cinéma m'intéressent. La question, par exemple, du cadrage, de comment on tourne, du montage, du rapport aux acteurs, de comment on construit la possibilité, je dirais, affective quoi, du film. Ouais. Ce que je trouve très, très fort, en tout cas pour un premier film, c'est comment il y a déjà une liberté, une invention formelle, quoi. Et je trouve que c'est aussi un peu ça qu'on va retrouver dans Tristan, c'est-à-dire, mais je comprends mieux le rapport à la peinture maintenant et à la philosophie, c'est que comment tout de suite tu arrives à penser, à créer des images qui ont leur propre narration, qui ont leur propre impact sensoriel, presque de scénario, quoi. C'est pour ça que c'est amusant ce que tu as dit sur l'écriture du scénario, parce qu'effectivement on a du mal à penser qu'il y a un document de 140 pages dialogué qui porte la même chose que ce qu'on vient de voir à l'image, tellement... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de notes. C'est-à-dire que je prends des notes sans arrêt, quoi. Pour un film, il y a des pages et des pages et des pages. Mais tout ça ne me sert plus. Je travaille énormément à la préparation du film. L'exploration de... Mais une fois que le film est préparé, et la préparation, ça passe par le scénario, ça passe par le casting. Je mets beaucoup de temps à trouver les acteurs. C'est très compliqué. Les repérages, tout ça, c'est des moments pendant lesquels le film, petit à petit, entre en moi d'une certaine manière. Et à un certain moment donné, il est là. Il est là. C'est-à-dire que je peux le tourner presque n'importe où. Un lac, c'est écrit en plein été. Je l'ai tourné en plein hiver. C'est-à-dire que ça n'a plus aucune espèce d'importance. Parce que la question, elle n'est pas à cet endroit-là. La question, elle est dans la nature de ton geste. Et c'est ça qu'il s'agit de préciser par le travail. Pas seulement par l'écriture du scénario, mais effectivement par tout ce que
je viens de te dire sur la préparation. C'est la nature du geste. Et c'est un peu avec ça que j'essaie de travailler avec les chanteurs. Essayer de leur faire sentir la nature du geste. Par exemple, avec le roi Marc, tout d'un coup, je me suis souvenu que le roi Marc, il avait des oreilles de cheval, comme ça, dans le texte de... Je crois que c'est Gottfried de Strasbourg, je crois. Voilà, on a travaillé avec ça, avec cette question-là. C'est-à-dire que... Et tu dissocies pas ce geste qui est à la fois stylistique, formel, du ressort profond de la narration? Non, parce que c'est les courants souterrains qui sont intéressants. C'est pas la surface. La surface, bon, a boy meet a girl, non, c'est ça, hein, c'est la même histoire tout le temps. Hein, donc, une fois qu'on a dit ça... Et puis les histoires, elles ont été racontées, re-racontées. Et puis dans Tristan, l'histoire, elle tient sur 2 lignes. Hein. En gros, ce qui est intéressant dans ton travail aussi, maintenant, on le voit dans tes 4 longs métrages, c'est qu'il y a, tu pousses le curseur, tu vas assez loin, tu ne t'auto-censures pas. Enfin, moi, j'ai pas cette sensation-là. Peut-être que toi, tu le fais, mais en tant que spectateur, tu nous entraînes. On peut être d'accord, pas d'accord. Moi, ça me convient. Tu vas au plus profond de la psyché, de la noirceur chez un individu, de ce qui peut se passer. Parce que la relation qu'il entretient, parce que si on prend le film basiquement, ce type, bon voilà, qui est plutôt, on va dire qu'il est, basiquement, c'est un serial killer. Il rencontre, mais voilà, mais avant tout, ce type, il est ultra complexe dans son écriture, dans la manière dont tu vas aborder le personnage, la relation qu'il peut avoir avec les femmes, et dès qu'il rencontre cette femme, ça va très très loin. Oui, mais tu sais, enfin, je sais pas, mais après, sur le tournage, c'est plus ces questions-là. C'est plus simple que ça, tu vois. Les questions avec Marc, c'était pas... Je n'ai jamais parlé du personnage. Marc. Je lui ai montré un tableau du Gréco. C'était un comédien, Marc comme Barbet. J'ai fait... c'est-à-dire pour les yeux, quoi. Et puis après, voilà, on a pas mal bu de bière, de la vodka. On était fatigués, on mettait la musique à fond. Et puis on commençait à tourner. Moi, je savais jamais où j'allais tourner. La chef-op éclairait par là, et moi, je tournais ici. Enfin bon, mais après, c'est des énergies, c'est une façon d'être. Si tu as une caméra et que... C'est une énergie, c'est une façon de bouger. Après, toutes les histoires intellectuelles, c'est pour ça... Bien sûr, on peut avoir des analyses intellectuelles très fines. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple. On peut parler de l'accord Tristan. Alors effectivement, l'accord Tristan, il est incomplet, donc tout l'opéra va faire qu'à la fin, l'accord sera posé, etc. Tu peux avoir des analyses intellectuelles absolument très fines, mais ça sert à rien. Strictement rien, que dalle. Ce qui sert, c'est comment l'autre, il est là avec son pinceau, et tac, et une touche, une autre touche, une autre touche, une autre touche, une autre touche, et puis voilà, et tout d'un coup, il y a un tournesol, et puis il y a le soleil, puis ça lui pète dans la tête, et puis il recommence avec sa bêtise. Il faut travailler avec sa bêtise. Donc la question, tu vois, la question, elle n'est pas sur... Il y a un personnage, il y a un scénario, alors on va faire la scène où je sais pas quoi, où il va prendre sa voiture, alors on amène la voiture, on s'en fout. C'est pour ça qu'on aime ton cinéma. C'est pour ça qu'on aime ton cinéma et que voilà, que nous on le défend à fond et c'est bien pour ça, c'est parce que tu nous entraînes. C'est l'énergie, la question c'est l'énergie. D'ailleurs, c'est une espèce d'énergie punk, ton cinéma, si punk ça veut dire encore quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose qui t'emporte vraiment, qui nous emporte très très loin. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi de travailler avec Alan Vega? Alors, c'est venu très simplement aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que j'avais jamais pensé à Alan Vega avant. Il se trouve qu'on a beaucoup voyagé dans le film, donc on suivait le Tour de France, enfin vaguement, mais on s'est beaucoup déplacé. Et quand on se déplaçait, Marc Barbet, donc l'acteur qui joue Jean, écoutait Alan Vega dans la voiture sans arrêt. Donc Alan Vega a contaminé le film, et puis à un moment donné, j'ai tourné une scène sur un parking avec... une jeune femme dans les phares, et lui qui boit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. C'était d'ailleurs le parking de Jeanne Calment à Arles. Et là, j'ai mis la musique, mais à fond de Vega. Puis quand le film est terminé, j'ai contacté Alan Vega, je lui ai envoyé des rushs,
Et il m'a dit, bah, venez. Donc je suis allé à New York et on a fait la musique en 2-3 jours. C'était assez extraordinaire de voir Alan Vega travailler. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça qu'Alan Vega est rentré dans le film. Quoi. Incroyable. De manière organique. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un rapport à la musique dans le film qui est hyper important. Quoi. On sent que les morceaux que tu as choisis, c'est vraiment... tu les passes dans son intégralité, quoi, tout le temps. Bella Lugosi is Dead, c'est l'actrice qui écoutait ça. Écoutez ça. Sans arrêt. Et là, je sais que parce que moi j'ai l'album Les Amours Perdus, la version... Ça c'est parce qu'un jour, je ne savais pas comment terminer le film. C'était une compile qui est sortie il y a quelques années. En fait, j'avais pas fini le film. Et donc j'ai tourné la fin du film quand j'ai fini le montage. Mais donc ma monteuse me disait, mais on ne peut pas monter vraiment, puisqu'on ne sait pas comment ça se termine. Donc, je suis reparti avec Marc dans la forêt. J'ai tourné toute la fin avec une DV, qu'on a ensuite mis sur un 35 mm. Et là, par hasard, un jour, j'étais à la FNAC et j'ai écouté Les Amants Perdus de Les Anfield. Voilà. Donc, si tu veux, c'est... Il n'y a pas jamais totalement de hasard. Non, il n'y a jamais totalement de hasard. Mais moi, j'aime le fait que tout d'un coup, la chose est là. Quoi. Elle est devant toi, tu la regardes, tu sais que c'est pour toi à ce moment-là. Mais à vouloir trop, on fige. C'est-à-dire qu'on rend la chose comme dans une sorte de chose intelligente, quoi, mais pas intuitive. Donc j'essaye un peu de travailler plus avec l'intuition qu'avec l'intelligence, si je peux, quand j'y arrive. Bonjour. Bonjour. Je me posais une petite question. Vous êtes tout début, vous avez parlé des 15 premières pages. Et je m'étais dit, à quel moment vous vous êtes dit, ok, là, j'ai fini. Et qu'est-ce que je pense à la fin de ces 15 dernières pages? Alors, je suis pas très à l'aise avec un micro. Du coup, je bafouille un peu. Mais ouais, quelle était l'intention donnée à ces 15 pages? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer à ce moment-là? J'ai écrit ce qu'était le film, comment le film était. Donc j'ai écrit beaucoup sur la lumière, sur le fait que la lumière était comme une lumière très vive, mais on ne percevait que la fin, qu'une sorte de lumière épuisée, qu'on était toujours contre la lumière, la majorité du temps contre la lumière, que c'était une sorte d'éblouissement constant. Il y avait une sorte de... Voilà, donc c'est des notes là-dessus sur la lumière, des notes sur le son, comme si on entendait le son en ayant les oreilles bouchées ou en étant... Donc il y avait toute une série de notes sur, au fond, ce que le film, comme la nature des sensations que cherchait le film. Bien plus que sur l'histoire, que sur le récit. Et c'était pas le récit la question c'était plutôt qu'est-ce que vous avez ressenti, oui, c'est-à-dire que ça s'enclenche quoi, en même temps le fond et la forme. Enfin, bon, sans vouloir être pédant, mais il y a une citation de Nietzsche, enfin il y a une pensée de Nietzsche qui est très très belle, c'est qu'il dit que quand on est un artiste, on considère la forme comme le fond. C'est-à-dire que le vrai fond, c'est la forme. Le vrai fond, c'est le style, pas le style du stylisme, pas le style comme ça qui ferait que ça aurait du style. C'est le style, c'est les points d'exclamation de Céline, c'est le fait que ça se termine jamais, c'est ce rythme de la phrase, c'est les enroulements de Proust qui fait qu'une phrase n'arrête pas de se développer dans des incidences suivantes, puis suivantes, c'est comme des remous, c'est le style de Flaubert. Qui pour écrire une page, on écrit 150, et pour l'entendre se met à la gueuler, parce qu'il disait qu'il fallait gueuler son texte. Quoi. Donc c'est le style. Après les histoires, elles viennent toutes seules, les histoires. Bon, voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va au cinéma, et puis qui rencontre une jeune femme, et puis ils sortent, et puis c'est dans Rouen, et voilà, et c'est parti. On peut faire le film. Mais simplement, la question, c'est comment il va être ce jeune garçon et comment il va sortir de la salle de cinéma. Combien de temps ça va prendre? Peut-être ça prend un plan, peut-être ça en prend deux, peut-être ça prend 25 minutes pour qu'il sorte de la salle de cinéma. Je ne sais pas. Il faut laisser la chose active en soi. Si vous la fermez d'emblée, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y aurait des savoir-faire, il y aurait des techniques, mais tout ça, il faut de la morale. De la morale.
tout ça, ça nous encombre. Donc oui, les 15 pages, elles étaient pour moi essentielles parce que quand j'ai pu les écrire, j'ai mis du temps pour m'accorder cette possibilité-là. Après, le film était là. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'étais très impressionné par ce que j'ai vu et j'ai plus pensé à de la vidéo, de l'art contemporain qu'à du cinéma. Et on sent derrière tout ce qu'on a vu une très grande culture sur beaucoup de plans. Alors la peinture notamment, la musique on en a parlé, la littérature, vous venez de le dire. Est-ce que, par exemple, le mouvement Fluxus, c'est quelque chose que vous avez vraiment étudié? Parce qu'il y a des proximités. Vous l'avez évoqué au tout début, le cinéma expérimental. Oui, en tout cas... On est exactement dans ça, c'est-à-dire le fond et la forme sont vissés ensemble. Et indissociables, enfin voilà. Non, mais c'est un très beau terme, visser ensemble. C'est ça dont il s'agit, effectivement. L'histoire ne vient pas sans la forme qui permet de la raconter. On ne peut pas raconter une histoire en se disant, bon, ben, je vais raconter ça, puis après se demander en se grattant la tête comment je vais la raconter. Ça vient en même temps. Tout à l'heure, je parlais voilà, de Van Gogh comme ça, avec ses touches, mais ça vient en même temps. Tout vient en même temps. Tout est là en même temps. Tout est là d'emblée. Il n'y a pas d'étapes. Il y a des étapes, oui, parce qu'il y a des étapes techniques, voilà, machin. Mais dans la tête, il n'y a pas d'étapes. Dans la tête, c'est tout le temps le film. Moi, avec les chanteurs, là, avec Tristan, je ne sais pas comment ils le ressentent. Les chanteurs, après, on pourra leur parler et tout ça, mais quand Tristan sera fini. Mais pour moi, il n'y a pas d'étapes. Bien sûr, il y a des étapes, on fait acte 1, acte 2, acte 3. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Je suis dans Tristan. Et j'essaye d'attraper ce Tristan rêvé que j'ai dans la tête, quoi. En tout cas, on a envie de le voir. Ah ben écoutez, venez avec joie. Hein. Mais dans votre question et dans ce que Philippe a dit sur le style, on voit bien qu'on tourne autour d'une certaine esthétique, éthique de l'image. Il y a un petit peu toutes les bonnes raisons pour lesquelles on a pensé à lui et on défendra Yann et moi jusqu'au bout à quel point lui avoir confié Tristan était une bonne idée. C'est que l'histoire de Tristan sont deux adolescents qui se découvrent, qui se détestent, qui décident de s'aimer et de s'aimer à en mourir. Voilà, en gros c'est court. Et cette histoire, Wagner en fait 4 heures de musique. 4 heures de musique qui sont un torrent émotionnel qui vous laboure, qui vous cultive, qui vous étire, qui vous jusqu'à vous pousser vous-même dans des retranchements physiques, jusqu'à une sorte de libération finale à la fin, voilà. Et qui ne supporte aucunement de raconter cette histoire de manière très naturaliste. D'abord parce que 2 adolescents, aujourd'hui, pour leur faire chanter ça, c'est impossible physiologiquement, etc. Donc on voit bien qu'on doit être dans autre chose pour approcher ça. Et on voit bien que à la fois dans le film que vous avez vu, de ce que tu viens de dire, Philippe, sur la recherche du fond et de la forme, d'aller au tréfonds des énergies, des émotions, on est exactement là-dedans. En plus, ce que tu as dit sur mieux écouter les yeux fermés, oui. C'est quand même la négation d'un spectacle pour quelqu'un qui met en scène, au passage. Non, mais je crois mais c'est cette recherche-là qui est absolument fondamentale, parce que du coup, l'expérience la plus précieuse, c'est celle qu'on vivra tous ensemble dans la salle. Alors je ne vais pas dire le moment où le rideau va se lever, parce qu'il n'y a pas physiquement le moment où la lumière va s'allumer, et que la musique va commencer, on va être parti dans ce torrent d'images où, cette fois-ci, on va retrouver des choses que tu as déjà mis en place dès ce premier film, et puis le rapport au réel, qui va être encore un peu différent. On sent bien que toutes les anecdotes sont estompées, et puis on va vraiment avoir là l'art total que Wagner voulait chercher. Il y a un peu de ça aussi. Merci beaucoup. Ça serait intéressant d'avoir l'avis peut-être des artistes lyriques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être. Ils ne sont pas tous francophones. Non. Ils parlent anglais. Ah, ils parlent anglais. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut traduire, peut-être ou... Personne démissionne, rassure-moi. Non, pas encore. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît... il y a cette comédienne qu'on aime beaucoup, là. Je pense qu'elle était au... Je
je sais pas si elle avait déjà tourné dans les films de Hal Hartley, Helena Lovenson, là. Elle est super, cette comédienne, on l'adore. On la voit, elle est très audacieuse. Elle continue à faire des films aujourd'hui. Elle travaille avec Bertrand Mandico, enfin beaucoup des cinéastes qu'on aime bien, qu'on a reçus ici. Comment, à l'époque, elle n'avait pas fait grand-chose. Helena, tu l'as rencontrée comment? Par le casting. Le casting, c'est essentiel. Hein. On ne fait pas le même film avec d'autres acteurs. D'ailleurs, c'est pour ça que le cinéma, c'est très étrange, parce que souvent, on fait un casting parce qu'il faut avoir des acteurs qui permettent le financement du film. Mais la question, c'est de savoir si on a le désir de les filmer. Moi, les acteurs avec qui j'ai travaillé, j'ai eu un désir fou de les filmer. Marc Barbet, j'avais un désir dingue de le filmer. Elina, c'était pareil, quoi. Je pouvais les filmer tout le temps, je les filmais tout le temps, mais ça s'arrêtait jamais, quoi. Parce que c'est le désir qui fait fabriquer les choses, quoi. Sinon, c'est la besogne. Ouais. Il n'y a rien de pire que la besogne. Bah, tout à fait. Voilà. C'est peut-être un peu pointu, mais Philippe, quand tu parles de la manière dont tu travailles sur un tournage et que, en fait, il n'y a pas vraiment de psychologie, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de situation, on a quand même vu des rapports de force très clairs entre hommes et femmes, entre autres, dans Sombre. Et je me demande comment... Je vais te la dire de façon pratique, là, cette question, mais comment est-ce que tu créais ce rapport de force entre Marc et Elina? Est-ce qu'Elina était comme en danger tout le temps? Est-ce qu'elle devait se sentir en danger? Oui, dans le film. Ah, dans le film? Ben, en tournage, dans le film, comment? En tournage, c'est pas pareil. Dans le film, c'est une autre chose. Dans la fiction du film, Elina, elle est complètement amoureuse de Jean. Mais elle est quand même mise dans un... Elle est en danger, mais elle est amoureuse. D'ailleurs, elle dit « je suis en danger » à un moment donné. Mais elle le dit avec tellement Mais dans la réalité du tournage, bien sûr qu'elle n'a jamais été en danger, pas une seule seconde. Et les autres femmes, jamais, celles qui sont vraiment en danger dans la fiction aussi. Jamais. Mais donc elle le joue. Mais tout est joué, personne n'est maltraité dans le film. Mais donc tu crées aussi une fiction. Mais c'est une fiction complète. C'est une fiction complète de A à Z, sauf que la fiction, elle n'est pas produite par ce qui l'affecterait de ce qui la diminuerait. C'est-à-dire que la fiction, c'est pas l'imaginaire. La fiction, c'est le réel. Ça change tout de concevoir ça. Si tu penses que la fiction, c'est l'imaginaire, alors, genre, par exemple, le rêve, ça va être un cheval blanc, je sais pas quoi, quelle connerie, comme ça, qui passe dans le brouillard, avec... Non, la fiction, c'est comment tu vas filmer un arbre, comment tu vas filmer les feuilles de l'arbre qui sont dans le vent. Et après, tu entends le vent, tu as les feuilles de l'arbre devant toi, et tu bouges ta caméra. Et en bougeant ta caméra, tout d'un coup, il y a Elina qui est là. Et là, il y a Elina, la caméra, l'arbre, le vent, l'eau, et ça commence à tourner. Et la violence, elle peut venir de là, parce que Marc, il peut venir à ce moment-là. Je lui dis, Marc, viens. Il arrive, il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Et il arrive, et je le prends de dos, il s'arrive près d'Elina, il y a la main, donc je filme la main. Il travaille comme ça en scène. Donc, mais on dirait vraiment que tu peins mais parce que je ne fabrique travail. pas, si tu veux, je ne m'assois pas sur une chaîne en regardant un écran et en disant, alors tu vas à gauche, tu vas à droite, il y a une perche, la lumière n'est pas bonne, je ne sais pas. Je suis dans la scène, c'est pour ça qu'avec les chanteurs, Là, tu fais comme avec les chanteurs, en répétition. Avec les chanteurs en répétition, je suis avec eux. Ça me manque beaucoup quand je suis sur le plateau, mais en même temps j'ai besoin de cette distance. Quand tu es dans la salle, tu veux dire. Ouais. Mais moi j'ai besoin d'être avec les chanteurs, d'être à côté des chanteurs, de les sentir, de les accompagner, de voir comment leurs mains se déplacent. Parfois même je prends leurs mains. Oui, tu les guides. Ouais. Donc c'est un mouvement organique, si tu veux. Et à partir de là, ce que demande la fiction, c'est le récit, le fait que ce type, c'est un homme comme ça qui tue de manière répétitive. À ce moment-là, ça rentre à l'intérieur de ça, mais c'est pas l'inverse. Oui, je comprends. Ok. Donc finalement, c'est assez simple. Enfin. C'est simple, oui. Quand on est Philippe Grandrieux.
si vous voulez continuer, en tout cas, d'explorer le travail de Philippe, il y a une autre rencontre qui va venir. Cyril, avec la répétition publique à l'Opéra, c'est quand déjà les dates? Ah oui, c'est ça, vous avez, donc il y a des séquences de travail qui sont ouvertes à l'Opéra et qui seront commentées après, donc vous pourrez aussi continuer de voir cette transposition de l'image à la scène, et Philippe sera là également pour en parler et échanger encore. Merci Philippe, merci Loïc, merci Cyril, merci à l'Opéra merci de à tout le Rouen. monde. Et on se retrouve bientôt là pour ce Israël directement. On est très impatients.